C'est un sujet sérieux. L'équité de traitement entre les agents. La suspension de l'IFSE en cas de congé longue maladie ou congé longue durée a été étendue aux autres primes afin de ne pas créer d'inéquité entre les agents qui sont soumis au RIFSEP et les autres. Le respect de la légalité, c'est le titre. La prime informatique est supprimée. Cette prime informatique est en effet subordonnée à l'existence d'un centre automatisé de traitement de l'information. Or, le service informatique de la commune ne peut être qualifié de CATI, c'est l'acronyme de ce que je viens de dire. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule personne qui est concernée, la collectivité, mais in fine, elle ne perdra pas d'argent. La création d'une part IFSE spécifique à l'exercice des missions de régisseur, l'indemnité de responsabilité étant incompatible avec le RICEP, il a été décidé de prendre en compte cette responsabilité dans le versement mensuel de l'IFSE en créant une part IFSE spécifique, c'est ce que je viens de dire. La simplification et lisibilité du régime indemnitaire. L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, l'IMP et la prime de technicité forfaitaire des personnes de bibliothèque ont été retirées de la délibération. En effet, les cadres d'emploi éligibles à l'IFTS sont passés au RICEP. L'IFTS a donc disparu du régime indemnitaire des agents de la collectivité. L'indemnité d'exercice des missions des préfectures a été abrogée pour l'État par l'article 4 du décret 2017-829 du 5 mai 2017. Enfin, la collectivité ne compte aucun agent appartenant au cadre d'emploi éligible de la prime de technicité forfaitaire des personnels bibliothèques. J'arrive à la fin. La prise en compte des absences pour accident de travail dans le versement du régime indemnitaire. D'après le panorama réalisé par Sofaxis, c'est notre assurance, pour l'année 2017, la part du temps perdu dans la collectivité en raison des absences pour accident du travail est de 3,1%, ce qui représente 7 agents sur l'année, contre 1,6 pour les communes de même strate. La durée moyenne d'arrêt, pour nous, est de 74 jours,9. Les arrêts les plus nombreux ont été compris entre 2 semaines et 1 mois et plus de 3 mois. De plus, l'assurance statutaire coûte chaque année entre 80 et 90 000 euros par an et ne couvre pas le régime indemnitaire des agents. Or, dans le dispositif actuel, les congés pour accident de service n'ont aucun impact sur le régime indemnitaire des agents, contrairement aux absences pour maladie ordinaire, pour longue maladie ou pour grave maladie. Afin de remédier à cette différence de traitement des absences, le régime indemnitaire sera suspendu à compter du 16e jour d'arrêt pour accident de service, cumulé sur l'année glissante, nombre de jours à partir duquel le montant de leur prime de fin d'année est impacté par la maladie ordinaire. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'abroger les délibérations antérieures et relatives aux primes et indemnités traitées dans cette délibération, d'approuver le régime indemnitaire des agents de la commune tel que fixé ci-dessus, de charger l'autorité territoriale de fixer les montants individuels dans la limite du crédit global ainsi que des plafonds et des coefficients de modulation maxima déterminés par la réglementation, de prévoir que des crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits dans les budgets de l'exercice en cours et à venir de la commune, chapitre 012, c'est le chapitre personnel, charge de personnel. Puis d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, ce n'est pas des questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 15, Monsieur Vivier. Il s'agit de la modification du tableau des emplois permanents de la collectivité. Le tableau des effectifs est un document primordial pour la gestion du personnel. Il constitue la liste par filière, catégorie, cadre d'emploi et grade des emplois titulaires ou non, supposés, ouverts budgétairement, pourvus ou non à un temps complet ou non complet. Le tableau des effectifs liste les emplois permanents de la collectivité, les emplois non permanents tels que ceux répondant à un accroissement saisonnier d'activité, n'ont pas vocation à y figurer mais font l'objet d'une délibération propre. Il en est de même pour les contrats aidés, les contrats d'apprentissage ou encore les vacataires.
Le tableau des effectifs doit être mis à jour en fonction des créations ou suppressions d'emplois, des avancements de grade, des promotions internes, des mouvements de personnel et des réorganisations de services. Une mise à jour du tableau des effectifs a été réalisée afin de tenir compte de la carrière, du recrutement de certains agents ou du départ en retraite de certains autres. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 2 mars 82 relative aux droits et libertés des communes et de leurs publics, considérant qu'il appartient donc à l'Assemblée délibérante de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. Et vu l'avis du comité technique en date du 26 novembre 2018, il est proposé à l'Assemblée de fixer le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité tel qu'indiqué en annexe, à compter de la date exécutoire de la délibération, d'autoriser le maire à procéder, le cas échéant, aux déclarations de vacances de poste et à prendre les dispositions relatives au recrutement, d'inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune, de transmettre la présente délibération aux représentants de l'État ainsi qu'au trésorier municipal. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 16, Monsieur Vivier. Merci, monsieur. Cette délibération concerne la révision des indemnités de fonction des élus. Le transfert des compétences eau et assainissement à la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume à compter du 1er janvier 2019 entraîne la disparition des syndicats SIA. Cet acronyme veut dire Syndicat intercommunal d'assainissement Sanary-Bandol, et SIAE, Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable, au 31 décembre 2018, et donc à la fin des indemnités de fonction versées à leurs membres. Au regard des indemnités perçues par Jean-Pierre Chaurel en sa qualité de membre du SIA et du SIAC, il convient, dans l'objectif d'assurer une juste répartition des indemnités entre tous les adjoints, de réévaluer l'indemnité de fonction de M. Chaurel, deuxième adjoint, qui s'élève aujourd'hui à 26,32 € brut mensuel. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'adopter le nouveau tableau annexé. Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour l'exercice de leurs fonctions dans la limite des taux maximums fixés par la loi, considérant que la commune est classée station climatique depuis 1923, les indemnités réellement octroyées seront majorées de 25% en application des articles L 2123-22 et R 2123-23 du CGCT. Il est proposé à l'Assemblée d'abroger la délibération numéro 23 du 28 septembre 2017, d'approuver la proposition ci-dessus et le nouveau tableau annexé qui prendra effet au 1er janvier 2019. Il y a une rectification à faire, c'est bien 2019. D'inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune, puis de transmettre de la présente délibération aux représentants de l'État ainsi qu'au trésorier municipal. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 17, Madame M. Oui, monsieur le maire, j'ai un peu plus de chance que monsieur Vivier sur la longueur de la délibération pour le numéro 17. Rappelez-vous, je vous ai parlé il y a quelque temps de cette fameuse ordonnance du 19 avril 2017 qui imposait une obligation de publicité de mise en concurrence pour la délivrance des occupations du domaine public. Alors ça pose une difficulté significative en pratique qui est la suivante, c'est-à-dire que pour l'attribution d'une occupation du domaine public, il faut avoir recours à une mise en concurrence, c'est-à-dire que le titulaire actuel au moment de la mise en concurrence peut se voir évincé. Donc vous imaginez bien que pour les commerçants, c'est une problématique importante. Nous avons fait le choix, concernant certains commerçants, et notamment pour le marché journalier et le marché hebdomadaire, de faire prévaloir la loi Pinel qui permet la vente du fonds de commerce aux titulaires de l'AOT, et nous avons eu la même problématique pour certains commerces, et notamment, je vous en ai parlé lors de précédents conseils concernant les kiosques à sandwich. Vous devez certainement vous souvenir où la seule solution
qui était la plus satisfaisante tout à la fois pour préserver les intérêts de la commune, puisque je vous parlais la dernière fois des kiosques à sandwich qui représentent l'image de Bandol et qui sont intimement liés à l'histoire de la commune. Comment faisons-nous pour gérer la situation? Et de notre côté, on a des commerçants qui font l'effort d'investir et qui du jour au lendemain se retrouvent mis en concurrence et peuvent être évincés dans des conditions d'appel à concurrence. Eh bien, cette problématique-là se retrouve concernant les bars que vous retrouvez aux allées Vivien, donc vous en avez 3. Vous avez les Palmiers, le Jérôme et le Poisson d'Argent, qui sont tout à la fois bars et restaurants. Alors, la question, est-ce qu'on applique strictement l'ordonnance du 19 avril 2017 avec les difficultés que je viens de vous exposer, ou est-ce qu'on essaie de trouver une solution qui a été trouvée par le service juridique, c'est-à-dire de procéder à un déclassement du domaine public routier? Alors, chose importante, et vous l'avez dans la délibération, deux conditions très importantes, notamment la première plus que la deuxième, puisque la délibération doit être soumise au conseil municipal. Si je vous en parle, c'est pour vous la soumettre. Donc la deuxième condition, j'y reviendrai pas. Cette condition, c'est le bien ne doit plus être affecté à un service public ou à l'usage direct du public. Alors, je vous demande de vous reporter parce que c'est important et j'insiste pour que tout le monde comprenne bien ce que nous déclassons. Et vous avez matérialisé dans un rectangle au crayon noir, surligné en noir, je ne vois pas beaucoup regarder d'ailleurs, que le déclassement concerne la partie du bâti fixe, c'est-à-dire où vous avez l'intérieur, pour vous faire simple en pratique, l'intérieur des restaurants. On remplit bien cette condition, on n'est pas à l'usage d'un service public ou l'exploitation d'un service public à l'intérieur de ces locaux. Donc on remplit cette première condition et la deuxième condition, je vous le disais à l'instant, c'est la soumission au conseil municipal. Donc les deux conditions sont remplies. Mais vous allez me dire, oui, mais pour la partie qui concerne les terrasses extérieures, on est bien à l'usage du service public puisque les usagers empruntent le trottoir qui est contigu aux terrasses extérieures. Eh bien, pour être bien clair, le déclassement ne concerne que la partie non démontable, c'est-à-dire intérieure, les bâtis que vous avez au nord. Vous les matérialisez ? Voilà. Donc, ces conditions étant remplies, pour la deuxième partie, je vous en parle volontiers, comme ça on aura fait le tour de la situation, pour la deuxième partie, c'est-à-dire la partie qui est contiguë au trottoir qui traverse toutes les allées Vivien, et bien là, on sera toujours sur la délivrance d'occupation classique qu'on connaissait jusqu'à présent. Donc, je vous demande, dans l'état de cette délibération, eu égard à mes explications, y a-t-il des questions ? Oui. Bon, donc, ces parties que tu nous as dit, là, ils vont passer en partie intégrante au domaine privé de la commune. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, quelle est la différence? Parce qu'en 2016, on avait le Poisson d'Argent qui était déjà en partie intégrante du domaine privé de la commune. Alors, non. C'est quelle partie? C'est deux parties bien différentes ou... Comment ces deux parties différentes? Là, sur une délibération... Gérard, tu me vexes parce que c'est ce que je viens d'expliquer. D'accord. Les deux parties, donc la partie qui est... La partie bâti fixe qui est au nord, elle est touchée par le déclassement, pas l'autre. Et l'autre, elle était déjà partie privée de la commune. Je ne me souviens pas si ça relevait, non, c'est délivrant de la hauteur, Madame Buéton. Oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Considérant que le local n'est ni affecté au service public ni à l'usage du public, il fait donc partie intégrante du domaine privé de la commune, ce qui commande le conseil municipal le 8 juillet 2016. Oui. Donc,
Ben, c'est pas contradictoire, Gérard. Si tu veux, on en discute tout à l'heure, je te donne les détails. Juste pour savoir, merci. Voilà. Donc, alors, dernière précision concernant qu'est-ce que ça va impliquer ce déclassement. Alors, ça va impliquer, eh bien, que ces locaux-là, ces parcelles-là, vont rentrer dans le domaine privé. Alors, vous allez me dire, oui, d'accord, domaine public, domaine privé, ça nous avance pas beaucoup. Mais c'est une avancée considérable. Alors, une avancée considérable pour les commerçants, puisque ça leur permet aussi d'avoir accès à un bail commercial pour pérenniser leur exploitation et leur fonds de commerce, mais ça permet aussi de pérenniser l'activité vis-à-vis de la commune, donc c'est la recherche d'un intérêt général, puisque on a la possibilité eh bien, de pérenniser une activité qui existe. Enfin, moi j'ai 39 ans, j'ai toujours connu ces commerces, d'avoir une activité qui se prolonge dans le temps et de ne pas être soumis à des changements successifs dans le cadre de l'exploitation de cette activité. Donc c'est deux bénéfices, tout autant pour la commune que pour les exploitants à titre privé. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée de constater la désaffectation des parcelles constituant l'emprise des bars-restaurants aux enseignes, je vous l'ai dit tout à l'heure, les Palmiers, le Poisson d'Argent, le Jérôme, implantées sur les allées Vivien, telles qu'elles sont délimitées sur le plan de géomètre annexé à la présente délibération, vous les avez. Deuxièmement, de prononcer leur déclassement du domaine public communal et de les intégrer au domaine privé de la commune, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Pour essayer, je dis bien d'essayer de nous prémunir d'un éventuel recours, mais on est habitué, on n'a pas besoin d'enquête publique quand c'est pas affecté à la circulation. C'est dans la délib, mais je le dis déjà que bon, on évitera des recours inutiles sur ce fondement. Merci. Bien, merci. Je pense qu'après de telles explications, c'est presque un affront de poser des questions. Bon. Non, monsieur le maire, c'est pas un affront. Y a-t-il des questions? Oui, je l'ai posé tout à l'heure. J'ai pas tout à fait bien compris la réponse, mais on se verra tout à l'heure. Les détails. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 18, Madame M. Oui, oui. Oui, alors, délibération numéro... alors, attendez, elle est là. Numéro... Oui, c'est l'antenne, je me souviens bien, c'est l'antenne. Alors, je vais le faire de mémoire. On vous a soumis, il y a quelque temps, une convention avec la société Free Mobile concernant l'implantation. Nous avions eu d'ailleurs lors de ce conseil municipal un certain nombre de questions sur la nocivité des antennes. Tu te souviens, Gérard, puisque c'était l'objet d'une de tes questions, la possibilité de saisir l'Agence nationale des fréquences, etc. On avait largement délibéré et on vous avait soumis à cette occasion une convention réglant les relations entre la commune et ce distributeur. Il s'avère que la société Free, et pour des raisons qui m'apparaissent légitimes, ont voulu insérer dans la convention un article numéro 7. Alors je peux m'y reporter. Cet article 7, pour vous faire brièvement un résumé, concerne tout ce qui a trait à l'entretien, à la propriété de l'antenne, à la possibilité de modifier son emplacement. Donc par rapport à la dernière délibération, eh bien, il faut qu'on soumette à nouveau à votre approbation cette convention. Alors, avant évidemment d'approuver cette convention, la première des questions, ce sera d'approuver le retrait des délibérations dont je vous parlais à l'instant, c'est-à-dire celles du 19 juillet 2018 et du 27 septembre 2018, et d'approuver ensuite la convention d'occupation que vous avez annexée, et notamment, je vous reporte à l'article 7. Alors vous verrez, avant que nous ayons des questions sur cet article numéro 7, on aurait eu certainement la question de Madame Goncalves si elle avait été présente. Effectivement, il y a un problème de numérotation. Article 7, ça reprend à 6.1, 6.1.5, c'est simplement une erreur de pure forme. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Je peux porter un complément d'information. Monsieur Joël. Sur en fait, le seul changement notable qu'il y a dans cette convention, donc l'opérateur a tenu à ce que ça soit précisé dans la convention, puisque ce pylône, en fait, a une double vocation, à la fois de relais
transmission téléphonique, mais aussi d'éclairage de l'école de tennis. Et donc l'opérateur a tenu à ce qu'il soit mentionné dans la convention que l'entretien de l'installation d'éclairage incombe à la commune et pas à lui-même. Qui est contre? Une question, oui, monsieur. Monsieur Fréani. Oui, une interrogation concernant l'opérateur SFR. Donc, il a une enveloppe de 7 000 €, je crois. Donc, c'est une échéance annuelle qu'il doit régler. Et donc, Free, je crois qu'on est sur une base de 10 000 €. Si je ne me trompe pas. C'est 12 000, donc ça a augmenté. D'accord. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un recours de la part du dernier opérateur, eu égard donc à l'opérateur concurrent qui est SFR sur une base donc plus basse? C'est la question. Hein. Ben, Laurent, il m'est difficile de savoir si un tiers va former recours ou pas pour te répondre, ou alors je suis magicienne, tu vois, j'aimerais bien. Enfin, ceci dit, on arrive à l'ère de l'intelligence artificielle et on va prédire les recours maintenant. La faisabilité des recours, ça devient la mode. Non, je ne peux pas te dire, mais de mémoire, et je crois que nous l'avions validé à l'époque ensemble, je crois que le montant de la redevance pour SFR, c'est 10 000 €. Non. Alors à vérifier. 10 000 €, puisque moi j'avais imposé, quand j'étais donc adjoint au patrimoine, donc la somme de 10 000 € et il était donc antérieurement prévu pour l'opérateur SFR 7 000 €. Mais bon, c'est juste une question, hein, c'est pas pour Non, mais je sais bien, Laurent, mais je pense que pour la dernière convention qui a été faite, ça a été augmenté. Et moi j'ai en mémoire 10 000, mais je peux le vérifier, te le soumettre sans problème. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vais vous proposer une petite interruption de séance de 5 minutes. On a déjà bien travaillé.